Alors ce matin dans Smart Tech, on ne va pas parler des enjeux politiques, mais des enjeux, des défis peut-être plutôt technologiques. Lors de ces législatives, s'est jouée une première en France. Des élections par Internet ont eu lieu pour les Français de l'étranger. Elles ont été supervisées, contrôlées par 3 chercheurs du CNRS qui ont été mandatés par le ministère des Affaires étrangères. L'objectif, c'était de vérifier quelle était la fiabilité de ces bulletins électroniques. Je suis connectée pour en parler avec Véronique Cortier, qui est directrice de recherche au CNRS au Lauria, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, à Nancy, médaille d'argent du CNRS en 2022, et donc qui fait partie de ce trio de chercheurs qui a travaillé sur la fiabilité du scrutin par Internet lors des législatives. Première question, d'abord, bonjour Véronique Cortier. Première question, ce contrôle externe donc d'un vote par Internet sur une élection aussi importante, c'est une première française. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne vérifiait pas les bulletins ou leur fiabilité ? Donc bonjour. Alors effectivement, c'est la première fois que la France fait appel à un tiers, et c'est dû au fait que la CNIL a récemment, en 2019, demandé pour le niveau le plus haut que justement les élections soient vérifiées par des tiers. Jusqu'alors, pour des élections comme les élections législatives, c'était supervisé par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais il n'y avait pas de contrôle extérieur, autre qu'une expertise au sens CNIL, mais qui ne refaisait pas les calculs effectués par les prestataires. Ce que vous voulez dire, c'est que l'ANSSI, qui est quand même l'Agence nationale de sécurité, ne faisait pas le même type de vérification que ce que vous avez opéré. Comment vous avez travaillé ? Donc l'ANSSI est là à toutes les étapes et surveille énormément de la procédure, mais ce que nous on a fait qui n'était pas fait avant, c'est que donc les électeurs votent, et concrètement leur vote est chiffré sur l'ordinateur puis envoyé dans une urne virtuelle, et à la fin les bulletins sont déchiffrés et on annonce le résultat, tel député a été élu avec autant de voix. Et en fait il y a un mécanisme cryptographique qui permet de vérifier que le résultat proclamé correspond bien au bulletin chiffré sans avoir les clés de déchiffrement, ce qui nous permet à nous de vérifier que le résultat proclamé correspond bien à l'urne et n'a pas été inventé, ou en tout cas n'a pas été manipulé au cours de l'élection. Et alors, qu'avez-vous constaté, donc, puisque vous avez surveillé ce vote par Internet pour ces législatives? Ça n'avait pas été possible lors du précédent scrutin, les législatives de la présidentielle d'avant, pour des questions de cybersécurité. Vous, qu'avez-vous constaté? Comment ça s'est passé au final? Donc déjà, quelque chose qui a été une grande avancée cette année, c'est qu'en plus de l'appel à nous en tant que tiers, il y a une partie des spécifications qui ont été mises publiquement, c'est-à-dire la description du système a été partiellement révélée, alors que d'habitude les prestataires, surtout en France, ont la culture du secret. Donc c'est vraiment bien que la société retenue ait accepté de mettre en place la description de son système. C'était la première étape. Donc nous, on s'est basé sur cette description du système pour concevoir nos propres algorithmes pour vérifier. Et donc on a reçu, là le deuxième cours c'est en ce moment, on vérifie les calculs après coup, donc là on est en train de recevoir l'urne chiffrée et d'exécuter nos logiciels, et en tout cas d'exécuter notre logiciel, et en tout cas au premier tour on a pu constater que effectivement les résultats qu'on obtenait correspondent bien aux résultats proclamés. D'autre part, comme on a vu à l'écran là, rapidement, on a également mis en ligne un service, parce que donc nous, on a une urne, mais on ne sait pas si c'est la bonne urne, on ne sait pas si ça correspond au bulletin que les électeurs ont formé. Et donc les électeurs, eux, quand ils votent, ils ont un récépissé, et ils peuvent accéder donc, au site web qui est affiché là, pour vérifier que le bulletin qu'ils ont eu est bien parvenu dans l'urne que nous, on a vue. Parce que nous, on voit une urne, mais on ne sait pas si c'est la bonne, et les électeurs peuvent vérifier que leur bulletin est bien dans l'urne qu'on a vue, en utilisant le site web et en copiant-collant un morceau de leur récépissé. Donc ça veut dire que ça demande une démarche volontaire de leur part, et c'est une information qui vous est communiquée, dont vous vous servez aussi? Donc nous, on se sert de cette... donc c'est les électeurs qui font cette démarche. Donc on a d'informations que de la part des électeurs qui font cette démarche. Sur leur récépissé, c'est indiqué. Hein, ils sont invités à aller consulter notre page web. Et donc nous, on vérifie que l'empreinte, ils appellent ça la référence, du bulletin qu'ils ont obtenu est bien dans l'urne qu'on a vue. Et si jamais c'est pas le cas,
Pour l'instant, on n'a pas eu une telle alerte. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on a une alerte. Et effectivement, dans ce cas, si on s'aperçoit que quelqu'un a un bulletin Mais ça veut dire correct, que bien formé, vous qui n'est pas dans le comptez bon point. sur les lecteurs pour réaliser cette vérification. Vous ne pouvez pas le faire Et oui. vous-même. Et oui, exactement. Parce qu'en fait, nous, il y a une partie qu'on peut faire. Donc très bien, on l'a fait. Mais on n'est pas dans la tête de l'électeur. En fait, on ne peut pas savoir si un électeur a voté ou pas, puisqu'on est complètement tiers extérieur. Et donc c'est vraiment que l'électeur qui peut faire cette démarche de vérifier que son bulletin est bien dans l'urne qu'on a vue. Et quel est le pourcentage d'électeurs qui a opéré cette démarche? Alors, il y a le prestataire offre le même service, et là, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai cru comprendre que le pourcentage était plus élevé. Par contre, le pourcentage d'électeurs qui vient voir notre service est très faible, de l'ordre du pourcent. Comment vous l'interprétez ça? Parce que c'est encore très nouveau, parce que finalement, il y a une confiance qui s'est installée sur ce type de vote? Alors, je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire que, la première raison, je pense que c'est très nouveau, et il n'y a pas eu de publicité faite autour de notre rôle. La publication même de la description du système a été très tardive, parce que tout était nouveau, justement. Donc ce que j'espère, c'est que dans le futur, les gens seront mieux informés que cette possibilité existe, et donc l'utiliseront plus. Et Alors, après, vous avez aussi expliqué que vous étiez encore en train finalement de vérifier les scrutins, les bulletins du second tour. Les Français de l'étranger, ça s'est arrêté le 15 juin, je crois, hein, le vote. Donc ça veut dire que ça prend beaucoup de temps de vérifier l'ensemble de ces scrutins. Et il n'y en a pas eu tant que ça non plus. non, alors en fait non, ça prend pas de temps, mais le problème c'est que pour les Français à l'étranger, enfin le problème, ils peuvent voter par internet et papier. Et le scrutin papier s'est arrêté dimanche. Et du coup, pour dépouiller les résultats par internet, on attend que la phase papier soit terminée. Donc les bulletins par internet n'ont été dépouillés que dimanche soir. Et nous ont été transmis ce matin, et nous, ça nous prend de l'ordre de 1 à 2 heures, tout compris, pour effectuer les vérifications. Alors, vous êtes aussi à l'origine d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Erol sur le vote électronique, les défis du secret et de la transparence. C'est un sacré défi. Secret et transparence, c'est difficile d'aller ensemble. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? On dit que la législation, aujourd'hui, elle est quand même très faible au niveau du vote électronique. Vous dites que les prestataires eux-mêmes n'ont pas d'obligation finalement à expliquer le fonctionnement de leur système. Est-ce qu'on progresse? Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place pour avoir davantage de transparence, mais aussi de sécurité? Donc effectivement, on progresse, puisque en 2019, la CNIL a émis 3 niveaux, et donc le niveau 3 était plus élevé que les précédents. Avant, il y en avait un seul. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et par exemple s'inspirer de la Suisse, qui procède du vote électronique sous forme d'expérimentation depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc ce qui manque, et qui est demandé par la Suisse par exemple, c'est de rendre déjà, premier point, totalement public la description du système. Donc il faut qu'à la fois il y ait une information pour le grand public et pour les experts, pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne, qu'il n'y ait plus cette culture du secret comme on a en France. Au contraire, on est électeur, on a le droit de savoir comment ça marche. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit fait à l'avance et qu'on ait même la possibilité d'attaquer. Donc en général, en France, on est assez frileux sur la possibilité d'attaquer. En Suisse, on est récompensé quand on attaque. Et bien sûr, quand on explique comment on a attaqué, Quand vous dites de attaquer, manière à corriger la faille c'est-à-dire avant que le système soit déployé. vérifier la sécurité informatique du système, hein. C'est ça, c'est pour s'assurer de la sécurité informatique du système. Et d'autre part, normalement, ce qu'on essaie de concevoir au niveau de la recherche, c'est des systèmes qui soient sûrs sans avoir besoin de faire confiance au prestataire. Parce que le prestataire, il déploie de nombreux serveurs. C'est très difficile de savoir le code qui tourne dessus, même si quelqu'un a regardé. On ne peut pas savoir si c'est le bon code. Et donc on conçoit des systèmes tels que l'urne soit publique en fait. Donc, au niveau de la recherche, c'est classique que l'urne, les bulletins chiffrés, on puisse y accéder sur une page web. Donc l'électeur peut directement voir, sans demander par un tiers, si son bulletin est bien compté. Et donc il faut également permettre, comme c'est fait en Suisse, de s'assurer que ce bulletin chiffré, qui est une suite de caractères absolument incompréhensibles pour l'électeur, il faut qu'il puisse s'assurer que ça correspond bien à son intention de vote. Il a choisi le candidat A, est-ce que c'est bien le candidat A? Et ça, à nouveau, au niveau recherche, c'est des choses qu'on commence à savoir faire et qu'il va falloir que les entreprises s'approprient et qu'au niveau législatif, on impose pour inciter les entreprises à se l'approprier. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt là tout de suite pour passer au vote sur Internet, vote par Internet, vote à distance électronique pour le prochain quinquennat.
Alors, de toute façon, mon point de vue, mais qui est largement partagé au niveau de la communauté scientifique, c'est que le vote à l'urne, quand il est bien organisé, tel qu'il est organisé en France pour des législatives ou des présidentielles, apporte une sécurité qu'on n'obtiendra pas avec le vote électronique, ou au mieux qu'on obtiendra aussi bien, mais à un prix de complexité, on n'aura jamais quelque chose d'aussi compréhensible. Donc de toute façon, à l'heure actuelle, on n'est pas aussi sûr que le vote à l'urne, et on est beaucoup, beaucoup moins compréhensible. Donc tant que le vote à l'urne fonctionne, il ne faut pas le remplacer par du vote électronique. Bon, Le d'autant vote électronique a que de l'intérêt quand le vote à l'urne ne marche pas. Par exemple, pour les Français à l'étranger, ils ne peuvent pas tous se déplacer. Ou quand on veut faire des consultations plus fréquentes, sur des choses très réparties, où on n'a pas un vote à l'urne faisable avec plein de bureaux de vote partout. D'autant que pour l'instant, ça ne semble pas être un remède miracle à l'abstention, puisqu'on n'a pas eu non plus une participation record des Français de l'étranger. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience, pour ce bilan sur cette première Française autour du vote par Internet. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche même au CNRS, Véronique Cortier. Merci beaucoup. À suivre dans Smart Tech, on va parler des télécoms pour les pros. Qu'est-ce qui s'est passé de vraiment neuf depuis un an ?